Smart Strategy vous est présenté par Circle, powered by Square. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Smart Strategy, émission, il faut bien le dire, Gus, un peu épisodique. Oui. Donc oui. il va falloir nous-mêmes dans notre stratégie qu'on se concentre. Non, parce que dans les médias, ce qui est important, c'est quand même la fréquence. C'est la fréquence, la fréquence, la récurrence, etc. Mais bon, en même temps, c'est une émission tellement dense que quand on fait des rediffusions, je pense que... Voilà, c'est comme les bons films. Oui, il y a des dialogues que vous n'aviez pas chopés, des trucs, etc. Et tout. Bon, Smart Strategy, Gus van Riske-Worssel, le patron de Circle Strategy, Gus, et donc ensemble, pendant une demi-heure, on discute avec une stratège, ravi d'avoir une stratège. Tu me présentes donc Anne-Laure Tchamar qui est avec nous et qui est au cœur de la galaxie Engie. Complètement. Anne-Laure, bonjour. Et donc, alors, rapidement, quelques chiffres, et puis après, je te poserai 2-3 questions, juste pour remettre un peu la scène. Non, mais enfin, déjà, savoir qui est Anne-Laure et ce qu'elle fait, quand même. Ah oui, mais Anne-Laure, l'entreprise, ce n'est pas que des chiffres. Non. Donc, directrice de la stratégie. Directrice de la stratégie, Exactement. Voilà, en plein au moment où il faut l'être. Et alors, non, mais juste, parce que ça m'intéresse sur la structure des organisations en termes de périmètre, puisqu'on avait discuté avec la directrice de la stratégie aussi de Saint-Gobain avant les économes. C'est quoi? La direction de la stratégie, c'est un peu comme une sorte de direction du plan qui avance en marge de l'activité de l'entreprise et qui envoie des notes diverses et variées sur la façon dont elle voit les choses, ou alors elle est très étroitement associée à la direction générale. Comment est-ce que vous travaillez justement? Oui, donc on est très associé à la direction générale. On travaille avec le conseil d'administration et la direction générale, à la fois pour leur apporter de la réflexion stratégique, faire des veilles, des analyses de marché, etc., voir où est-ce qu'il faudrait aller et leur faire des propositions. Et en même temps, on est une direction de la stratégie très opérationnelle, où on travaille beaucoup en fait avec les business units opérationnels dans les géographies pour les aider à décliner la stratégie, à accélérer dessus pour que ce soit une stratégie très 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 agile. Donc voilà, on fait les deux. Ouais, okay. Et puis surtout maintenant, il y a des directions stratégiques où quand tu es dans un truc un peu running et tu viens donner un peu des insights de marché, mais là maintenant il y a quand même une construction à faire. Et là encore, si on compare avec Saint-Gobain, on a pour le coup alors des drivers ultra puissants sur lequel est installée la boîte et vous vous dites à la limite la direction de la stratégie elle sert presque au coup d'après, mais dans 20 ans, dans 25 ans peut-être. Ici, c'est autrement. Ici, t'es dans le cœur, quoi. Oui, on a les deux en fait. On a à la fois du très long terme sur nos actifs type infrastructure, etc., où on doit, ou par exemple, comment est-ce qu'on peut se décarboner et être complètement neutre en carbone en 2050? C'est quoi les grandes décisions d'investissement? C'est quoi donc pour y arriver? Ça, c'est du très long terme. Donc déjà, c'est ça l'objectif, c'est neutre en carbone 2050. On a ça comme objectif, entre autres. C'est notre raison d'être. On a vraiment envie d'agir pour accélérer la transition énergétique vers la neutralité carbone. Donc l'idée est que tout ce qu'on fait, aussi bien le fait de produire de plus en plus d'énergie verte et le fait d'aider nos clients à vivre et accélérer cette transition carbone chez eux et à consommer moins et à consommer mieux, ça fait partie en fait de ce qu'on vend et de ce qu'on apporte à nos clients. Et on en parlera tout à l'heure, mais les chiffres sont bons parce qu'en fait vous faites de la croissance avec ça. Oui. Non mais comment est-ce qu'un producteur de gaz peut être neutre en carbone? À terme, en 2050, le gaz sera devenu complètement vert. On aura le gaz classique, le gaz naturel qu'on connaît aujourd'hui. On est en train d'investir énormément en R&D, dans des projets, etc. Et ça commence à marcher très bien. Et on a des vrais objectifs là-dessus. Donc c'est quoi, gaz vert? C'est de la biomasse? Voilà, biométhane, hydrogène vert. Et on y croit très fort. Il y a énormément de push de la part des gouvernements sur ce sujet. Et donc le gaz naturel, c'est fini? Eh bien, à terme, disparaîtra et sera remplacé par du gaz vert. Et le Qatar a du souci à se faire. Non, mais c'est ça le sujet. Ah oui, après, voilà, il y aura peut-être des géographies dans le monde où cette bascule se fera plus tard. Oui, et après, on ne sera jamais sur du. Ce qui nous amène, Anne-Laure, alors pardon, Gus, mais je suis passionné en fait, donc, et ce groupe, je le suis depuis très très longtemps, avant même la fusion avec Gaz de France. Donc, construit quand même par Gérard Mestralet qui récupère, il faut le dire, Gérard Mestralet, il récupère un espèce de bout de radio, télévision, publicité, banque, il peut partir dans tous les sens. Il fait le choix de partir dans l'énergie et il fait le choix assez fort du gaz. Et je me souviens très bien, c'est quoi? C'est il y a 15 ans. Gérard Mestralet vous dit, le gaz naturel liquéfié sera l'énergie du 21e siècle.
Et donc, ça veut dire que là-dessus, vous avez une direction et vous lancez des investissements massifs, notamment sur les méthaniers, sur les réseaux de gaz et sur des choses comme ça. Comment est-ce que on renverse une telle stratégie? Moi, c'est ça qui me passionne, Anne-Laure. Et à quel moment on se dit, on est en train de partir dans le mur? Ben non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. En gros, il y a eu le moment où effectivement on s'est rendu compte qu'avec la transition énergétique qui se profilait et tous ces changements à la fois des gouvernements, des villes, des citoyens par rapport à la transition énergétique, il fallait qu'on fasse un vrai shift. Et donc, on s'est... Et d'ailleurs, ça se voyait dans les résultats. Hein. On avait des résultats qui devenaient de plus en plus difficiles, on faisait de la décroissance. Et donc, il y a un moment où on s'est dit, il faut que, effectivement, du premier producteur indépendant d'électricité carbonée, il faut qu'on devienne le leader de la transition énergétique. Et donc, c'est un shift qu'on a fait, d'ailleurs, à la fin de l'ère Mestralet et au début de l'ère Kocher, où on s'est dit, on vend tout ça, on en sort, on sort des centrales à charbon, et on shift complètement, on réinvestit tout ça. C'était quand même 17 milliards qu'on a désinvesti. Colossal. Et qu'on a réinvesti complètement dans le renouvelable et les infrastructures énergétiques. Et ça, enfin, je veux dire, on a pris ce virage très très fort. On est devenu numéro 1 dans l'éolien en France, numéro 1 dans le photovoltaïque en Europe. On a vraiment pris ça de manière très très ambitieuse et en investissant beaucoup. Et ça a été un super driver, et ça s'est vu même dans les résultats, puisque fin 2019, on avait réussi, ça y est, à rattraper cette décroissance d'avant, et on a fait 14% de croissance organique sur nos résultats. Et ça s'est aussi vu dans l'attractivité du groupe, qui d'un groupe un peu ancien a vu son image complètement changer. Et à l'époque, on avait à peu près 200 000 CV par an qu'on recevait. Et en 2019, on en recevait presque 1 million. Tellement il y avait... C'est intéressant de mesurer cette adéquation, la réussite d'un groupe sur le nombre de CV. Hein. Exactement. Cette adéquation entre la raison d'être du groupe et l'aspiration en fait de tous les citoyens. Bouchez-vous les oreilles, Anne-Laure. Bouchez-vous les oreilles. Parce que je veux dire un truc. Celle qui a fait tout ça a été virée, quoi, quand même. Ouais. Ben non, mais tu vois le truc. C'est ça qui est absolument génial dans les histoires de stratégie, les histoires de boîtes, quoi. Non, c'est ce que vient de décrire Anne-Laure. Voilà. Il y a des choses. Alors, le truc, c'est qu'il faut savoir qui a été impliqué là-dedans dès le départ, parce qu'après, voilà, je l'ai dit, refermons la parenthèse. Oui, je pense que c'est indépendant de ça. Et nous, on respecte les gens qu'on reçoit, et je veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Non, mais comment est-ce que tu nous expliquais là maintenant que vous avez passé sur un certain cap. Maintenant, il y a le deuxième cap qui est de se dire, on va commencer à être un maillage micro en termes de production. Non, attends, moi, juste un truc, parce que ça, on peut le faire. Mais après, il y a quand même l'historique d'un groupe. À la limite, l'historique, j'ai presque envie de dire Gaz de France. Vous avez tous les... C'est-à-dire, il y a une rentabilité à construire en permanence, et pendant que vous faites ce shift, ce qui fait quand même la bottom line, c'est l'ancien monde. Mais non, c'est très vrai. On a des activités, et c'est ça qui fait aussi la force de notre stratégie. Hein. On a des activités qui sont les activités rentables, très prévisibles, etc., qui sont les grosses activités d'infrastructure, de génération d'électricité thermique, etc. Et ces activités-là servent à financer cette transition. Et l'investissement dans la très forte croissance qu'on est en train d'accélérer encore plus dans le renouvelable et l'efficacité énergétique. Et donc ça veut dire qu'on est un peu sur une ligne de crête entre ce qu'on vend, mais qui est quand même assez rentable, mais effectivement qui ne va pas avec votre stratégie de décarbonation, ce qu'on garde, mais qu'il faudra bien vendre à un moment ou à un autre, parce que de toute façon, ça ne va pas non plus avec votre stratégie de Alors, les grosses infrastructures et la génération thermique, on ne le vend pas. Hein. On va d'ailleurs continuer à grandir dedans, parce que le gaz, c'est une vraie énergie de transition encore pendant des dizaines d'années. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut qu'on continue à investir dedans. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on continue, mais on grandit aussi sur d'autres jambes pour le futur encore d'après. Oui, parce qu'il y a des sessions qui ont été faites assez importantes ces derniers temps. Bon, Suez, on en a parlé, hein, mais à côté de ça, tu as une boîte comme GTT qui était une petite des membranes pour les bateaux de gaz, je sais pas quoi, mais enfin, une boîte qui génère un cash faramineux et que vous mettez de côté. C'est quoi parce que quand on prépare un trésor de guerre comme ça, c'est qu'il y a un coup d'après, quoi. Oui. Alors en fait, on peut dire que notre stratégie, il y a deux choses. Il y a d'abord dans quoi est-ce qu'on a envie d'accélérer? Donc ça, on l'a dit, c'est le renouvelable et les infrastructures décentralisées. Donc c'est tout ce qui est les infrastructures locales de, par exemple, la Smart City, les réseaux de chaud et de froid, les bornes de recharge électrique, toutes ces infrastructures liées à l'énergie, mais qui sont sur des contrats long terme. Et on pense que c'est là qu'est le futur de l'énergie, très décentralisé et très local. Ensuite, à côté de ça,
on trouve aussi qu'on est un groupe très complexe et du coup parfois pas très bien compris par les marchés. Ouais. Et donc, parce que c'est le fruit de l'histoire, on a eu des tas d'activités dans lesquelles on s'est développé, qui étaient des belles opportunités, mais qui rendent un peu notre carte d'identité beaucoup moins lisible. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est dit, on va également simplifier le groupe. Le simplifier à la fois en se disant, il faut qu'on cède des activités qui sont plus cœur de notre stratégie. Et donc, par exemple, Suez, c'était devenu une participation financière dans quelque chose, mais il y avait assez peu de synergie avec le reste du groupe, donc il était temps à un moment de s'en séparer. GTT, pareil, est une entité qui fonctionne en fait de manière assez autonome et peu avec le reste du groupe. Et on a aussi on est en train de réfléchir à céder toute une partie de nos services de solutions clients, toutes celles qui sont beaucoup moins liées à l'énergie. On avait par exemple des activités de gestion de musées ou de gestion de prisons, qui sont des superbes activités, mais qui avaient peu de lien avec le reste. Donc c'est ça qu'on veut simplifier et rationaliser. Et l'autre truc, c'est la sortie des pays. On était dans 70 pays dans le monde. Oui, j'ai vu ça aussi. Et vraiment, l'idée, c'est il faut se recentrer. Donc là, on va sortir d'ici la fin de l'année de 25 d'entre eux et on va continuer. Voilà. Et quand on fait ce genre de situation-là, c'est quoi? C'est parce que si tu veux augmenter ta lisibilité, c'est pour être plus efficace, c'est pour avoir un taux de bourse, le marché qui te comprend mieux et qui du coup investit plus chez toi. Comment est-ce que... Les trois. Ouais. En gros... un meilleur focus managérial, où on arrête d'être éparpillé dans plein d'activités différentes, plein de pays différents, et où on se spécialise de façon à être industriellement plus performant, d'améliorer nos opérations, et donc d'être aussi meilleur dans ce qu'on fait, d'avoir une capacité industrielle beaucoup plus forte. Et il se trouve que ça aide aussi à être mieux compris par le marché et mieux valorisé par le marché. C'est ça, d'accord. Donc il y a une notion de valorisation derrière aussi. Et alors, quand tu développes, parce que maintenant... Non, mais on peut en dire un mot de ça, parce que c'est très challenging pour alors le secteur qu'on appelle en bourse des utilities, qui est massacré en bourse depuis combien de temps, Anne-Laure, j'ai l'impression 10 ans, 12 ans, voilà, etc. Et ça aussi, forcément, ça contraint votre réflexion, non ? On est obligé, parce que c'est ultra capitalistique, donc vous êtes obligé finalement de faire des choix. De faire des choix et de garder un cours de bourse qui tienne la route. Parce que, et du coup, faire de la dictactique et parfois faire des choix stratégiques pour faire de la dictactique derrière. En fait. Oui. Il y a aussi le fait que le marché est intelligent et que s'il voit que les choix qu'on fait sont sur les choses de demain et sont sur la performance et sur de la croissance, sur les activités qui seront les activités du futur, et ben forcément, ça se voit. Complètement. Le marché est intelligent. Ce serait un sujet de discussion en soi. Bon, je referme on va dire il est intelligent avec ceux qui savent lui parler. Voilà. C'est ça. Il faut faire de la pédagogie. Donc il y a la notion de la didactique derrière. Bah, oui, bien sûr. Mais donc, cette notion de micro-maillage, de la décentralisation de production, il y a quand même tout un challenge derrière, parce que du coup, en fait, vous allez avoir des nouveaux clients aussi. Complètement. Il y a tout à revoir, quoi, parce que tes clients finaux sont plus les mêmes. Donc il y a toute cette stratégie commerciale que tu dois revoir de A à Z. Quoi, alors. Complètement. Et nous, on pense qu'Engie est très très bien positionné pour ça, parce qu'on est, avec nos activités de service et de solutions clients, on a un maillage territorial très 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 dense, et donc on peut vraiment être près de nos clients et près des utilisateurs finaux. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, chez nos clients industriels, on peut mettre en place des cogénérations où on fabrique de l'énergie en utilisant ce qui ressort de ces sites industriels. On fait du photovoltaïque sur site. On fait des centrales à hydrogène qui vont ensuite, donc des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui vont servir ensuite localement. Donc il y a cette idée de se dire l'énergie va être de plus en plus locale. Et il faut qu'on accompagne ça. Et c'est sûr, ça, énergie de plus en plus locale. Moi, j'ai vu un chiffre ce week-end qui m'a... France, donc RTE plus Enedis, les gestionnaires du réseau, c'est plus de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour adapter en fait le réseau aux énergies renouvelables et au fait qu'elles ne sont pas pilotables. Et au fait que c'est tout le sujet aujourd'hui du renouvelable. Je vous en prie. Et c'est là que le gaz arrive. Parce qu'en fait, le gaz permet de gérer ce problème d'intermittence, etc., etc. Et le gaz, c'est justement se dire... si on prend l'exemple de l'hydrogène vert, dans lequel on investit énormément, l'idée c'est on prend de l'électricité renouvelable au moment où ça en fabrique, donc pendant la journée, etc. On l'utilise et avec de l'eau dans un électrolyseur pour fabriquer de l'hydrogène vert. D'accord ? C'est de l'hydrogène 100% renouvelable à partir d'électricité renouvelable. Cet hydrogène, c'est du gaz, on peut le stocker. C'est ça. Et ensuite on l'utilise quand on en a besoin. Donc par exemple, la nuit, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas de vent et il fait très froid en plein hiver. Eh ben, on parle des risques de pointe où quand il fait trop froid en hiver, il y a des vrais risques de coupure d'électricité. On parlait la semaine dernière. Exactement. Et ben, c'est là que le gaz rentre en jeu et on peut le retransformer en électricité. Anne-Laure,
de grands spécialistes industriels de l'énergie me disent c'est magnifique sur le papier, ça s'appelle un délire d'ingénieur, ce que vous êtes en train de décrire. Non, c'est pas un désir d'ingénieur. C'est pas un délire. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, quand ensuite vous modélisez ça, c'est-à-dire vous dites physiquement combien je peux stocker d'hydrogène, ça représente quoi, où est-ce que je le stocke, qu'est-ce que j'ai comme puissance d'énergie à disposition, ça marche pas. L'équation fonctionne pas. Alors aujourd'hui, et ça a été le cas d'ailleurs il y a longtemps avec l'éolien et le solaire, hein, aujourd'hui c'est économiquement pas encore rentable. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y en a pas encore dans le marché. Faisable. C'est physiquement complètement faisable. Et on le fait. Enfin, je veux dire. En revanche, ce que montrent nos analyses économiques et ce que montrent d'ailleurs toutes les analyses que vous pouvez voir sur le marché, c'est peu à peu, à force qu'on industrialise, à force qu'il y ait des usages finaux, etc., ça va devenir de plus en plus rentable. Et en 2030, l'hydrogène vert sera complètement rentable et pourra remplacer le gaz naturel à un prix tout à fait compétitif. Le gros challenge dans l'hydrogène, c'était la production. Ça coûtait plus cher à produire que maintenant qu'on a de l'énergie verte. Non, mais même pas pour nous. Enfin, on a quand même des centrales nucléaires qui tournent à vide la nuit, tu sais. Donc, complètement. Ça rentre pas dans l'hydrogène vert, les centrales nucléaires, parce que ça coche toutes les cases. On a aussi des centrales nucléaires qui sont, quand il y a des pics, elles sont insuffisantes. Oui, mais ce que je veux dire pour les pics en hiver, il faudrait 3 fois plus de centrales. Non, mais pour l'électrolyse, fabriquer l'hydrogène la nuit quand les réacteurs nucléaires tournent à vide, c'est une évidence. Alors ça existe, mais ça s'appelle pas de l'hydrogène vert, parce que le nucléaire, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait vert. Et alors, parce que avec tout ça, ils les ferment finalement les Belges ou pas leurs centrales d'ailleurs? Là ils sont en négociation. En Belgique, on va toujours jusqu'au dernier jour. On va pas poser la question à l'heure parce qu'on rentre dans des trucs confidentiels, mais visiblement vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas génial. C'est des grosses tensions là. Quand même. Mais du coup, tu as tous des nouveaux business models à construire parce que quand tu décentralises ton électricité comme ça, il y a quand même un challenge de maintenance, d'utilisation, que en fait si le type qui a ça sur son parking, il s'en tape. Donc, Et ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on fait. Hein. En gros, énormément de ce qu'on appelle nos solutions énergétiques, donc les solutions pour les clients, c'est ça. On va chez eux, on leur dit écoutez, toute votre gestion de l'énergie, vous nous la confiez, on réinvestit dans vos installations, on en construit des nouvelles, et on fait ça sur des contrats de type concessif pendant très 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 longtemps, 30 ans, 40 ans, et on vous les reconstruit, on vous les maintient, etc. Et on vous garantit des baisses de consommation d'énergie et des baisses drastiques de 30-40% de CO2. Et c'est ça l'idée. On les aide vraiment à pouvoir se décarboner en prenant sur nous la construction, l'installation, la maintenance, etc. Et tu as des systèmes de JV qui vont apparaître ou d'autres joint venture. De joint venture, oui, tout à fait. On a des partenariats, on investit également énormément sur le digital pour nous accompagner là-dedans. Hein. On a typiquement des plateformes digitales qui permettent d'aller monitorer toute notre flotte d'actifs renouvelables pour voir quand est-ce qu'ils fonctionnent, pour optimiser le fonctionnement, etc., faire de la maintenance prédictive. Pareil sur les assets de nos clients. Donc, quand on investit sur les gros actifs, des réseaux de chaleur, etc., on a des plateformes digitales qui permettent d'optimiser quand les gens sont dans les bâtiments, quand ils en ressortent, hop, on module, etc. Tout est fait pour faire en sorte qu'on consomme moins, qu'on aide le client à consommer moins. Mais donc, des business models où le privé et le public vont commencer à rentrer dans le capital de leur production d'énergie. Exactement. Je crois que le modèle... C'est des business models vraiment vertueux, hein, c'est du win-win. Ah oui, complètement. L'un des grands contrats que vous avez signé c'était une université aux États-Unis, je ne sais plus laquelle. Oui, qui est un de vos modèles. Plusieurs, Iowa, etc. Voilà, Ottawa avec tout le gouvernement canadien aussi, où tous leurs bâtiments publics, on a géré ça. Angers en France. Donc en gros, c'est... On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Et vous nous payez une redevance et vous allez voir, à la fin, ça va vous coûter moins cher. Exactement. Ouais. Et on s'engage, et avec des pénalités si on ne le fait pas, hein, pour que ça vous coûte moins cher, que vous consommiez moins et que vous consommiez moins de CO2. Système de concession. Ouais. Exactement. Ouais. Mais vertueux pour tout le monde. C'est ça. Mais ça veut dire que, pardon, mais alors c'est l'économiste très contesté, très contestable d'ailleurs, Jérémy Rifkin, qui avait écrit justement sur la décentralisation totale de l'énergie, des micro-réseaux absolument partout, avec ce qu'on appelle les smart grids, hein, les réseaux intelligents. C'est-à-dire que ça marche, quoi. Ça veut dire que la directrice de la stratégie d'Engie, elle me dit oui, c'est ça l'énergie dans 20 ans finalement. Oui, ça marche. Ouais. Il y aura les deux, hein. Il y aura à la fois du très local et à la fois il y aura besoin d'aller transporter entre des zones de forte production et des zones de forte consommation, il y aura besoin de transporter des grandes choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir une énergie décentralisée, tu travailles ta résilience au niveau de l'énergie qui est de manière drastique. Je veux dire, exactement. Complètement. Parce que la capacité à venir amener l'électricité là où il faut, c'est quand même un des gros enjeux dans
C'est ça qui fait qu'on a encore une centrale à charbon pour la Bretagne dont on aura besoin le 6, le 7, le 8, le 9 février pour que le réseau ne tombe pas. Quoi. Complètement. Et du coup, parce qu'il y a eu un gros shift aussi au niveau de la strat, vous êtes sorti d'une grosse partie de vos services. Est-ce que c'est quoi le challenge là derrière ? Alors, la partie dont on va sortir dans les services, c'est vraiment la partie qui était peut-être moins liée à ce type de business model très long terme, capex intensive, où on investit chez le client avec lui, d'accord ? Donc, c'est des activités qui étaient plus des activités de type projet, qui sont peut-être plus proches de ce qui est dans les entreprises de type BTP, par exemple, les entreprises générales. Ça, c'est la partie où on se dit que voilà, c'est moins cœur à notre stratégie et qu'on peut. Mais c'était rentable, c'était pas une question de rentabilité. C'était juste une question que c'était. C'est complètement rentable, c'est des très belles activités et très honnêtement, cette entité, une fois qu'elle sera autonome, c'est l'équivalent d'un Vinci Énergie, etc. C'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, et du coup, la notion de service, c'est quelque chose que vous allez continuer à accélérer. Complètement. Mais dans votre angle. Mais dans la partie infrastructure décentralisée. C'est ça. Ok, d'accord. Top. Tu parlais tout à l'heure, maintenant on parlait un peu de people, tu parlais tout à l'heure du nombre de personnes que tu arrives à engager, enfin de CV qui arrivent. Comment est-ce qu'on arrive à réenthousiasmer une boîte avec 170 000 personnes qui ont il y a quand même eu des vagues, parce qu'on en parlait tout à l'heure, une CEO qui s'en va aussi rapidement, etc. Il y a quand même un besoin d'embarquer des gens sur un nouveau projet. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus ? Alors, je pense que si on a un projet qui est vraiment très, très, très aligné entre la raison d'être, nos métiers et finalement ce qui est aussi je sais pas comment dire, la vision de tous les citoyens et de tous les collaborateurs, c'est quand même assez facile en fait d'embarquer tout le monde. Alors après, voilà, il faut le faire au bon rythme, il faut le faire en communiquant beaucoup. Pour que ce soit quelque chose qui soit partagé et mais c'est quelque chose où aujourd'hui on fait régulièrement des enquêtes internes avec les collaborateurs pour leur demander voilà qu'est-ce qu'ils pensent de la stratégie, qu'est-ce qu'ils pensent de la vision qu'on a, et c'est quelque chose où très honnêtement cette raison d'être et donc tout le focus stratégique qu'on a vers la transition énergétique, c'est quelque chose qui est très aligné en fait avec le souhait de collaborateurs. Je vais préciser la question, Anne-Laure. Est-ce que tu t'en préoccupes ? Est-ce que la direction de la stratégie se préoccupe de ressources humaines ? Alors, est-ce que la question en fait que pose Gus, est-ce que c'est une question que tu te poses ? Est-ce que quand tu réfléchis à la stratégie du groupe, avec la direction générale, etc. et tout, toi, dans ton scope, il y a, faut faire attention aux people. Vont suivre quoi. Est-ce que alors c'est pas directement dans mon scope, mais après, tout est lié. L'objectif c'est d'avoir une stratégie qui soit en adéquation avec finalement la vision du monde dans lequel on est. Complètement. Et donc en général, il faut que ce soit en général du coup en adéquation aussi avec celle de nos salariés. Ouais, c'est ça. On peut pas faire une stratégie désincarnée Exactement. Comme ça sur des tables à dessin. C'est ça. Et on a un vrai travail en fait aussi et qui est toujours à parfaire, mais d'accompagnement pour qu'il y ait à la fois de la pédagogie et à la fois qu'on se nourrisse avec tous les salariés d'Engie. Encore une, parce qu'il nous reste 5 minutes, donc mais juste, moi j'ai une question que je voulais poser à Anne-Laure. C'est en fait la grande confusion maintenant des groupes énergétiques. Enfin, tu l'as dit, c'est là que le gaz arrive, mais ça va presque devenir, je ne vais pas dire anecdotique, parce qu'il y a le gaz vert, etc., mais ça va être une des composantes en fait d'un groupe qui était quand même très identifié avec le gaz, Engie. J'ai Total qui, alors je ne sais plus, je crois que c'est 10 gigawatts, je ne voudrais pas dire de bêtises, 10 gigawatts par an d'énergie renouvelable, le plan de Total, c'est ça? Oui, ils partent de loin. Ils partent de loin, mais 2 gigawatts. 10 gigawatts, ils vont y aller. Et donc, tous les grands énergéticiens vont en fait aller sur les mêmes terrains. Il n'y aura plus le monde d'avant que tu as peut-être connu, où tu avais le spécialiste du gaz, le spécialiste du pétrole, le spécialiste du nucléaire, etc. Alors, je pense, parce qu'on va aussi être dans un monde où il y aura de plus en plus besoin de toutes les formes d'énergie. Et c'est là que Engie a une vraie force. Et donc, il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. Ouais. Il faut aller vite, parce que plus on sera gros, plus on pourra industrialiser et utiliser cette force de frappe pour pouvoir avoir des grandes plateformes. Et voilà. Et c'est vrai que Engie, en plus, est présent sur toute la chaîne de valeur. On est à la fois dans la production, renouvelable, etc., le transport, où quand on peut transporter l'énergie, que ce soit sous forme d'électricité ou sous forme de gaz, et tout ce qui est la fourniture d'énergie aux clients, les solutions clients d'efficacité énergétique. Donc on est vraiment, et puis on a aussi toute une activité de management de l'énergie pour pouvoir hedger nos positions, etc. Donc on est sur toute la chaîne de valeur. Et ça nous donne une force magnifique
pour pouvoir aller faire des choses et répondre aux besoins des clients, mais de manière sur mesure pour des offres très complexes où ils ont besoin. Donc, Typiquement, vous allez récemment, on a signé avec sur le Amazon. terrain de Schneider Electric, en fait. Bien sûr, bien sûr. Vous allez être concurrent de Schneider Electric Sur certains sujets, sur sur certains sujets, on est complètement concurrents. Mais c'est ce qu'on voit C'est ça qui est dans beaucoup d'industries. Hein. C'est challenging, la hein. capacité d'être sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Ouais, Parce que c'est si- ça, hein. Mais c'est un moment où tu mais te c'est coupes. une vraie force C'est pour ça. pouvoir justement faire des solutions de plus en plus complexes, de plus en plus élaborées et qui répondent vraiment aux besoins des clients. Donc, Et là où tu dois aller très très vite parce que ta rentabilité elle est en dépense, c'est ton maillage local. Parce que ton maillage local, si tu te retrouves avec 3 centrales de chez ton Carrefour, ça va être compliqué à rentabiliser. quoi. ouais, non mais complètement. Donc, c'est et J'ai pas compris. À 3 centrales de chez ton Carrefour. Si ton maillage, en fait, il correspond à 3 petites unités de production, Ouais. ta rentabilité, t'en as pas. Quoi. D'accord. La rentabilité d'un maillage aussi fin qu'ils sont en train de essayer de construire, C'est qu'il faut beaucoup d'unités de tu dois production. avoir beaucoup de trucs derrière, quand même. oui, non, mais il y a aussi le fait que typiquement dans le renouvelable, plus on est capable d'avoir une logique industrielle forte, plus plus c'est quand même un marché qui devient de plus en plus mature. Ouais, ouais. Et donc l'effet de taille compte. Taux de Ouais, croissance. complètement. bien sûr. Ouais, La batterie vous intéresse à un moment ou pas? Bien sûr, on investit dedans. C'est très très important pour pouvoir gérer justement l'intermittence. Alors plus court terme, Mais c'est un autre métier, ça presque. C'est de la chimie, la batterie. il y a de la chimie dedans. Mais En même temps que Lamadieu connaît un peu la chimie. Mais non, mais c'est. oui, ça fait complètement. Et on a, et d'ailleurs, on a, enfin voilà, l'idée c'est, on croit vraiment que l'avenir de la transition neutre en carbone, c'est avoir un vrai mix énergétique équilibré. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut être là Et pouvoir sur tout plein- gérer sur ce sur truc-là. plein de types d'énergies différentes qui se complètent, qui vraiment se complètent. C'est ça. Alors, parce il nous reste encore une petite minute, Stéphane relevait un truc intéressant, c'est que tu as tous ces énergéticiens qui sont en train de se diriger sur un terrain assez commun. Pourquoi Engie dans 10 ans, quoi? Parce que, en plus, maintenant, avec toutes les règles de la Commission européenne, je peux changer d'énergéticien en un claquement de doigts. Il y a une manière de les loquer, c'est de les intéresser dans le capital de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça, au niveau B2B, il y a un truc très clair. Mais c'est quoi les gros facteurs différenciants que vous êtes en train de travailler pour se dire, dans 10 ans... Vas-y, une minute, Voilà. allez-y. Non, bah, je une dirais- minute trop longue. Il y a la taille, on est très gros, on est quand même parti un peu plus tôt que d'autres, hein. Donc nous on est déjà à 30 gigawatts d'énergie renouvelable, hein, et on va continuer et accélérer, on a communiqué dessus, hein. 4 gigawatts et voire plus chaque année. Et après on a aussi le fait qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur et qu'on peut du coup proposer des choses complexes. Et enfin le fait qu'on n'est pas que sur certains types d'énergie, mais sur plein de types d'énergie différentes, qui fait que c'est du sur-mesure et c'est vers ça qu'ira de plus en plus le client. On a de plus en plus de demandes. On a, par exemple, on travaille avec Amazon pour pouvoir les aider à être neutres en carbone d'ici 2040 et en leur faisant vraiment des contrats sur mesure pour aller chercher de l'énergie verte. On est en train de travailler avec des villes et des territoires pour pouvoir les aider à aller vers du zéro carbone et leur apporter, les faire consommer moins et leur apporter tout le reste en énergie verte. On est en train... Donc c'est des offres de plus en plus compliquées. Ouais. Mais size matters. Size Très matters. clairement, ouais. Et la compétence industrielle matters. Ça, on l'a. Eh ben, Formidable. Bravo. Quelle formidable émission. Anne-Laure Chamard. Merci beaucoup, Anne-Laure, de nous avoir accompagnés. Merci Et puis nous, à vous de m'avoir invité. on se retrouve bientôt. Voilà, les amis, j'espère très très vite. À bientôt. salut, ciao. Smart Strategy vous est présenté par Square.